des compétences numériques. Donc Aurélien, tu es l'auteur d'une intervention intitulée « Mise en place d'un outil de développement et de valorisation des compétences numériques pour la communauté académique de la HES-SO Genève ». Tu vas nous présenter ce projet qui vise la mise à disposition donc, de cet outil de diagnostic, le développement et la valorisation des compétences numériques. Et donc, tu vas nous présenter cet élément-là, cette recherche-action également qui a été mise en place en corollaire. Je te cède la parole. Je précise que le temps d'intervention simplement sera enregistré. Nous te remercions également d'avoir accepté que cette communication soit enregistrée et puisse ensuite être diffusée sur le programme de Optique. Et nous interromprons l'enregistrement dès la fin de ton intervention pour céder la parole aux échanges libres et hors enregistrement. La parole est à toi. Je te remercie. Merci beaucoup. Donc voilà, ma communication fait un peu le lien avec la communication précédente. Donc, je vais vous parler de référentiels, d'outils principalement et surtout d'une mise en place qui a été réalisée dans l'institution. Alors, donc, moi, je suis professeur associé donc, à l'HES-SO Genève, donc les hautes écoles spécialisées de Suisse occidentale. Et donc, ma présentation va se faire en 6 parties. Donc, on aura une petite introduction, un cas théorique, des objectifs, une méthodologie, des résultats et une conclusion, un plan que vous connaissez très bien. Donc, en termes d'introduction, voilà, je pense qu'on l'a déjà largement fait, même précédemment, c'est l'aspect compétences numériques est de plus en plus présent. Donc, on a un développement qui est de plus en plus nécessaire auprès de nos collaborateurs, donc que ce soit le personnel académique ou le personnel administratif. On a aussi au niveau des étudiants de plus en plus de besoins, étant donné qu'on a de plus en plus d'emplois qui sont concernés par les compétences numériques. Donc, c'est un fait à ce stade-ci et c'est pour ça que différentes contributions se font notamment sur la question. Maintenant, au-delà de ce constat, on est devant des différentes réalités. Donc, la réalité étant que l'acquisition des compétences numériques est relativement variable d'une personne à l'autre. On a une hétérogénéité très importante, c'est-à-dire des niveaux de maturité qui sont très différents d'une personne à l'autre. Et cette acquisition, donc de manière très concrète, demande des ajustements et aussi un cadre de gouvernance assez poussé. Et donc, que ce soit en passant par la formation ou l'accompagnement des acteurs et avec différents outils comme l'objet de cette communication sont nécessaires. Donc, l'idée aussi, c'est de se baser sur les acquis. Donc, au niveau du cadre théorique, le concept de compétence numérique intervient souvent. Donc, il y a différentes façons de voir la compétence numérique. Différents auteurs ont défini le terme de compétence et donc on en a sélectionné certaines. On a aussi des différents référentiels. Donc, on en parlait tout à l'heure, notamment de DISCOMP. Il y en a d'autres aussi. Et donc, on doit faire un peu ce choix soit de sélection, soit de recréation, soit de création additionnelle suite à l'utilisation de ces référentiels qui sont ou pas en fonction des contextes utiles. Et enfin, des méthodes et stratégies qui sont aujourd'hui disponibles de manière assez réduite. On est un peu dans le début de ce type d'implémentation, notamment dans un contexte d'enseignement supérieur, mais qui commence à émerger. Donc, au niveau de la compétence numérique, donc on a retenu la définition de Claro qui apporte un élément important, notamment sur le fait que les compétences ne sont pas uniquement axées sur la technologie et ne se réfèrent pas à l'utilisation d'un logiciel particulier. Donc, c'est vraiment ça le cœur, on va dire, de la partie compétences numériques qu'on peut retenir dans cette définition qui au-delà fait abstraction de cet aspect technocentré, amène des différents processus cognitifs qui permettent justement de développer des savoir-être, compétences, etc. Donc, au niveau du cadre théorique référentiel, donc comme je le disais, différents référentiels sont disponibles. Donc, le référentiel que l'on utilise dans le cadre de l'outil est le référentiel DISCOM. Donc, c'est le DISCOM Citizen. Donc, l'outil en question, pour aller rapidement, puisqu'on en a déjà parlé, est l'outil PIX. Donc, c'est l'outil PIX que nous avons utilisé. Donc, on a mis en place
une collaboration avec Pix de manière à pouvoir mettre à disposition l'outil dans l'institution et à réaliser cette première expérience. Comme on l'a expliqué déjà, l'outil Pix est basé sur le référentiel DIGCOMP Citizen. Et maintenant arrive la partie DIGCOMP Edu dans le même testing que je vais vous expliquer. Donc, le cadre de référence est principalement celui-ci. Avec, donc, si je fais la suite des différents axes que vous connaissez probablement, le concept de niveau d'acquisition est relativement important. Donc, au-delà de l'axe, de la dimension de la compétence qui est visée, on a aussi les niveaux d'acquisition, donc il y en a 8. Huit axes qui ont été définis par DIGCOMP. On aurait pu choisir le référentiel de la compétence numérique du Québec ou d'autres qui sont des référentiels pertinents également, mais c'est celui-là que nous avons retenu dans le cadre de notre travail. Aussi, on devait utiliser différents processus et méthodes, notamment dans l'intégration des compétences numériques au niveau de différents projets, mais aussi de la mise à disposition d'outils procéduraux. Donc, ces différentes études ont permis de contribuer à la mise en place de la recherche. Et notamment une recherche de Bérard qui avait été réalisée sur l'utilisation d'un outil diagnostique des compétences numériques, notamment sur des groupes hétérogènes avec un outil unique qui est l'objet de notre recherche-action. Et enfin, aussi une analyse qui avait été réalisée, notamment sur la mise à disposition de recherches de plus en plus importantes et sur la partie organisationnelle et notamment le leadership stratégique qui, dans notre cas, est un élément hyper important. Je vais l'expliquer ensuite pour arriver à motiver les enseignants dans le développement de leurs compétences numériques. Donc, les objectifs étaient les suivants. Donc, c'est la mise en place d'une méthode de développement de compétences numériques pour les enseignants de l'institution. On devait analyser également la pertinence et les conditions de réussite, principalement le développement professionnel de l'enseignant, donc comment l'utilisation d'un outil de développement de compétences numériques s'insère dans le développement professionnel d'un enseignant et d'une personne de manière générique, mais plus principalement dans un enseignant, et quels sont à la suite de ça les éléments, donc les forces, les faiblesses, défis, opportunités de cette mise en production qui sera à plus large échelle maintenant, et enfin une mise à disposition d'un cadre de gouvernance de manière à pouvoir l'institutionnaliser. Donc ici, la recherche qui a été faite, donc on va dire, on peut appeler ça un projet pilote sur le développement des compétences numériques et la certification aussi, qui ensuite doit être étendue de manière plus importante à l'ensemble des collaborateurs, de manière à pouvoir favoriser non pas l'acquisition et le développement de compétences chez certains collaborateurs, mais chez l'ensemble des collaborateurs. Donc, on a utilisé évidemment une méthode par recherche-action comme je l'ai évoqué. On a utilisé la méthode de 4 roues pour la recherche-action en tant que telle. Donc, le problème étant qu'on avait un développement de compétences numériques nécessaires au niveau de la communauté académique. La pandémie n'a fait qu'accentuer la nécessité de cette augmentation du niveau de maturité des compétences numériques auprès du personnel enseignant. Et donc, la mise en œuvre d'un plan d'action sur un an avec les enseignants volontaires. On a mis à disposition donc un outil d'autodiagnostic qui est Pix sur les compétences numériques, avec dans le but de favoriser forcément ce développement, mais on a dû le combiner évidemment avec différentes modalités, que ce soit des modalités de formation, au-delà de ce que Pix peut proposer, et des modalités d'accompagnement, au-delà forcément de ce que l'outil peut proposer. Puis, l'objectif étant d'évaluer les effets de l'action, donc c'est-à-dire qu'on a l'ensemble des participants ont réalisé un test avant tout ce processus de formation et de développement de compétences numériques, et ont réalisé un test en fin de processus, de manière à voir si les compétences numériques avaient augmenté, avaient évolué ou non, et en même temps, différents questionnaires ont été posés de manière à voir comment l'expérience a été vécue.
Donc, au niveau de la méthodologie, en résumé, il y avait différents parcours thématiques que le personnel académique pouvait réaliser de manière individuelle, en ligne. On a réalisé aussi 16 ateliers, donc 16 formations complémentaires aux différents parcours thématiques qui avaient été envisagés. Ces formations venaient en fait appuyer les axes de développement qui avaient été mis en évidence. Donc, les 7 parcours thématiques ont été conçus à l'aide du service des ressources humaines et des services académiques de manière à pouvoir choisir quelles étaient les dimensions que nous souhaitions développer au sein du corps académique, et les ateliers par le même principe ont été choisis dans cette même direction. Puis ensuite, une certification a été proposée pour les enseignants qui souhaitaient réaliser une validation en soi des compétences. Donc, on a réalisé, en plus de ces formations, des cafés pédagogiques, de manière à pouvoir en fait fédérer, motiver les personnes qui suivaient les parcours et qui étaient rentrées dans la dynamique. On a également créé une communauté de pratique numérique sur un outil, sur Teams, de manière à échanger et à s'entraider, donc à favoriser la communication avec les personnes. On a dû mettre en place aussi énormément d'aspects de communication. Donc, le point important de ce projet étant la motivation et l'aspect dynamique qui doit être mis en place. Et donc, on a fait énormément de communication de manière à ce que l'ensemble des personnes soient bien impliquées, informées, de manière à pouvoir justement avoir une maximisation de l'utilisation et de l'investissement des personnes. Après, c'est sûr que même avec un investissement comme celui-là, on verra par la suite dans les résultats que ça n'a pas été très facile. Donc voilà, il y a tout un principe des flyers, des numériques, des physiques qui ont été évoqués, des vidéos de présentation du projet diffusées sur l'ensemble des écrans, notamment des services, de manière à essayer de maximiser l'utilisation de l'outil et l'implication des personnes. Donc, en termes de calendrier, le projet a duré à peu près 1 an en totalité, mais on a réussi à développer le principe du mois de janvier au mois de juin, avec la réalisation des différents parcours, avec la réalisation des différentes formations. On en a encore fait à la suite. Parce que voilà, il y avait différentes demandes, la réalisation des tests diagnostiques à l'initial et au final, de manière à avoir et à analyser le niveau de maturité, l'évolution du niveau de maturité. Donc, on a à peu près au total 350 enseignants. Donc, on a à peu près 80 à 100 personnes qui ont suivi les parcours. On a ouvert également au personnel administratif parce que c'était une demande de l'institution et donc certains ont pu le faire de manière à pouvoir y avoir accès pour ne pas limiter uniquement au personnel académique. On a en fonction des écoles un investissement, d'un investissement qui est ou faible ou élevé en fonction de la motivation et de la dynamique des directeurs, et qui ensuite a permis de faire émuler un petit peu les parcours. Donc, au niveau des ateliers, on a eu quand même pas mal de participants. Donc, il y a des participants qui ont suivi les ateliers. La plupart des personnes qui avaient suivi les parcours ont suivi les ateliers avec un niveau de satisfaction assez élevé. Et puis, on a une communauté de pratique numérique qui s'est développée avec l'ensemble des inscrits étaient présents dessus. Au niveau des résultats, on a fait une première analyse sur l'utilisation de l'outil. Donc, l'objet vraiment de la recherche, c'était d'augmenter le niveau de maturité des personnes qui suivaient les parcours, ça c'est certain. Mais au-delà de ça, dans cette perspective de mise à disposition
de l'outil de manière beaucoup plus structurelle. On a dû déjà analyser si l'outil correspondait aux besoins, les ajustements qui avaient été apportés convenaient-ils aux enseignants. Et donc voilà, on a des résultats qui sont assez intéressants, notamment sur le fait qu'ils répondaient à l'aspect compétences. Ben, ça c'était assez clair. En termes d'interface, les participants étaient relativement satisfaits. Pertinence de formation, et là je pense que ça c'est un lien aussi, c'est-à-dire qu'on a commencé avec le Digicom Citizen, il y a certains aspects éducatifs qui sont vus par le Digicom Edu qui ne sont pas vus dans le cadre du PIX actuel puisque ça va être développé dans les mois qui viennent, donc normalement l'année prochaine ils alors auront accès à l'ensemble des aspects éducation, et donc il y avait ils étaient globalement en accord avec le fait que ça avait un impact sur leur pratique professionnelle, mais il y a certaines choses qui devaient notamment être améliorées. Donc, globalement satisfait avec ces différentes recommandations. Donc, on a fait des focus group qui permettent de cibler quelles étaient les recommandations de manière plus précise. Mais voilà, avec un outil qui correspondait globalement avec le besoin, des formations qui correspondaient également avec le besoin. Donc, au niveau des parcours, donc, on a analysé de manière très spécifique. Donc, est-ce qu'il y avait, parce que l'aspect motivation est assez important, donc est-ce qu'il y a une diminution au fur et à mesure? Donc, est-ce que les personnes faisaient le premier parcours puis abandonnaient, ou est-ce qu'ils allaient vraiment au bout de l'ensemble des parcours? Donc, on voit que voilà, certains ont pu le terminer, mais que une proportion quand même n'a pas pu terminer l'ensemble des parcours. Pourquoi? Parce qu'il y a un aspect temporel, donc le fait que la réalisation de ce parcours prend un certain temps, que voilà, ils attendent une reconnaissance aussi pour ces parcours et cette mise à disposition de temps. Donc, on doit leur dédier un temps spécifique de manière qu'ils puissent développer leur parcours. Après, dans la charge globale d'un enseignant, il y a du développement personnel. Et donc, ça fait partie de cette charge. Mais voilà, c'est vraiment l'aspect temporel qui posait souci. On leur a demandé s'ils avaient été au-delà des 7 parcours que l'on avait évoqués. Certains ont été au-delà et ont développé d'autres parcours parce qu'il y a 16 compétences donc, chez PIX. Et donc, ont été dans d'autres parcours et ont développé d'autres compétences que celles que l'on avait évoquées. Il y a un intérêt pour la certification. Donc, certains ont déjà commencé. Donc, si elle est en cours, donc à l'époque de la réalisation du questionnaire, il n'avait pas encore réalisé. Mais donc ici, les personnes sont occupées de faire la certification suite à la réalisation des différents parcours et des formations. Donc, avec l'interface, on a pu identifier aussi quels étaient, c'était l'objet aussi des formations, quels étaient les points problématiques. Donc, les points problématiques sur lesquels les personnes avaient des difficultés, de manière à pouvoir réguler les formations qui avaient été réalisées, et de manière justement à ce que lors du test final, ces lacunes puissent être comblées. Donc, l'interface nous permet d'identifier ce genre de choses. Et de pouvoir ainsi avancer. Donc, au niveau du test initial, donc on a évidemment de manière très détaillée les résultats des participants axe par axe, parcours par parcours, avec l'ensemble de leurs résultats, ce qui nous permet évidemment de tracer un peu l'évolution du niveau de maturité. Et donc, à la suite de ceci, on a d'abord réalisé un test initial pour le diagnostic et un test final que vous voyez ici sur l'évolution et ainsi le gap de maturité qui a pu être constaté. Donc, on a eu dans ce projet voilà, une participation quand même assez importante pour l'ensemble de l'institution. Comme je disais, à peu près 300 personnes, donc c'est sûr que la participation a été assez importante. Maintenant, l'implication des personnes, la motivation des personnes, c'est vraiment quelque chose qui reste un élément très, très, pas problématique en soi, hein, ça fait partie de la réalité, mais ce sont des spécificités qu'on doit considérer. Donc, c'est-à-dire que la personne doit être relativement motivée pour y arriver. Il y a aussi un aspect d'équité, c'est-à-dire que voilà, les personnes qui ont fait les parcours, peut-être des personnes que soit voilà, on va dire
soit les collègues, soit la hiérarchie a demandé de suivre des parcours, ou alors plutôt des personnes qui étaient dans des espèces de défis de les réaliser, et ainsi une émulation s'est créée entre différents services, mais aussi dans la réalité du fait que ce sont souvent des personnes motivées et donc avec un niveau de maturité quand même déjà assez élevé, qui ont suivi les parcours et qui donc ont encore augmenté un niveau qui était déjà assez élevé. Donc, ce qu'on a dû mettre aussi à disposition, et réalité assez complexe, c'est justement cette gouvernance. Donc, au niveau d'une institution globale, la mise à disposition de la gouvernance est quelque chose d'assez problématique et d'assez important. Ici, on l'a réglé, donc ça s'est bien passé. Hein, le discours n'est pas du tout négatif. Tout ça s'est très bien passé, puisque les résultats le montrent, mais ça a été une épreuve, en tout cas, de mise à disposition de l'ensemble des personnes. Donc, la partie, donc, je vais terminer par cette dernière slide. Ce que nous attendons, en tout cas, ce qui doit être mis en place, c'est voilà, d'augmenter le nombre de personnes qui participent au projet, donc dans la deuxième phase où elle sera institutionnalisée de manière plus globale, et aussi de la mise à disposition de formation, que le projet, dans un sens continu, qu'il y ait plus de personnes, que le niveau de maturité augmente. Et ainsi, on pourra aussi passer en 2022 avec l'intégration de compétences additionnelles qui visent les compétences liées à DISCOM et DU. Donc, ici, de toute façon, voilà, ça ne posait pas trop de soucis dans le sens où on avait déjà une appropriation au niveau des compétences numériques du citoyen à faire dans un premier temps, pour ensuite passer à la partie éducation, qui est un peu la continuité de la première partie. Voilà, donc j'ai fait la synthèse en tout cas de ce que l'on avait pu mettre en place. Et voilà, j'espère que ça a pu intéresser les personnes. Donc je suis ouvert à la discussion liée à ce qui a pu être mis en place chez moi. Voilà. Bien d'autres. Merci beaucoup Aurélien, et comme tu peux peut-être le voir à l'écran, il y a de nombreuses manifestations voilà, d'applaudissements, tout le recours aux artifices de Zoom qui nous permettent de manifester voilà, beaucoup d'intérêt par rapport à ce que tu viens de présenter. Je vois aussi déjà Christophe qui lève même la main, parce qu'il y a plein de questions à te poser probablement. Moi, ce que j'ai noté dans ton intervention, et que je trouvais vraiment intéressant, c'est que voilà, le contexte, on est en plein dedans, tu l'as dit, tu l'as rappelé, hein. Je crois que ce sont nos amis canadiens qui disent que parmi les compétences clés qu'eux désignent, je pense, comme des compétences essentielles, figurent évidemment les compétences numériques avec toutes les déclinaisons qu'on vient de citer, et tu as fait référence là toi aussi au référentiel d'Ishcomp. Tu as abordé la question avec une analyse très fine, hein, de la grande variabilité et de la difficulté d'adresser de façon individuelle ces enjeux-là. Donc, je trouve que l'usage du tableau de bord et puis toute l'analyse que vous avez menée est extrêmement précieuse pour guider aussi ceux qui vont peut-être se lancer aussi dans ce genre de choses. Je sais que chez nous, on va être concerné par ça dans très peu de temps. Donc, ton taux d'expérience est extrêmement précieux, vraiment au plus haut point. Voilà, faire des choix par rapport à différentiel. Et c'est vrai que là, il y a une boîte à outils qui est quand même extrêmement intéressante. Et j'ai noté aussi que voilà, dans les évolutions, entre le fait de choisir de commencer par l'angle du citoyen, d'une certaine manière, appelle aussi, et c'est une des questions que j'avais envie de te poser, mais on y reviendra après les autres questions, des pistes éventuelles que vous avez pu identifier, notamment à l'occasion de vos focus group. Je vois que Christophe est déjà impatient de se suggérer de commenter.